Coucou, je vais vous raconter une histoire très intéressante. D'ailleurs, le titre c'est Contact aberrant. OVNI créateur de l'humanité. Ah, juste avant, je viens de voir ce film-là, je l'ai repris en Blu-ray qui est merde. Je l'avais déjà vu 20 fois, 30 fois. Pour moi, c'est un des plus beaux films de tous les temps. Tout est parfait dans ce film-là. Ça vaut 21 sur 20. Ça. Après, je dirais que les autres films aussi grands que ça, je dirais E.T., je sais, ça n'a rien à voir. Film Alien, pas la peine d'en parler. Predator, Terminator 2, alors là, je vous dis même pas. Même à l'époque, Terminator 2 en 91, je sais pas vous imaginer, à 91, les effets spéciaux, ils étaient plus qu'extraordinaires. Même à l'heure actuelle, c'est toujours extraordinaire, même avec la 3D, tu sais, parce qu'il faut, non, il faut que des trucs. Pour moi, c'est un des plus beaux films, ça. Avec Forrest Gump, la liste de Schindler, Braveheart, alors là, il y en a, hein, E.T., Predator, Alien, Terminator 2, j'en oublie, hein, forcément j'en oublie, Rencontre du troisième type. Mais je l'ai revu encore une fois en Blu-ray, c'est waouh, une bombe. À chaque coup, je me régale. Le 71, 72, le film, je sais plus, 72. À chaque coup, c'est de A à Z, le film, les acteurs, tout, il n'y a rien à dire. Musique, tout, Ennio Morricone, bon bref. Allez, je vais commencer, parce que maintenant, à l'heure actuelle, tu vois les films, c'est plus ça, bon bref, bourré d'effets spéciaux, c'est plus comme avant, quoi, je sais pas, quelque chose qui me dérange. Bon, enfin, voilà, Contact aberrant, c'est parti. Bah oui. OVNI, créateur de l'humanité de Jean Sider. Alors c'est très intéressant parce que je l'avais pas lu. Voilà. Enfin, surtout ce passage-là, parce que bon. Allez, c'est parti. Contact aberrant. Steve Bismarck a assisté à un bien surprenant spectacle à la fin de 77. Près de sa maison de Sonohomish, dans l'état de Washington. Il avait 38 ans à l'époque et un samedi après-midi, il aperçoit deux petits humanoïdes qui descendent d'un ovni discoïde en sustentation au-dessus des grands sapins de sa propriété. Ça commence très fort. Chacun d'eux se trouve dans un habitacle transparent de forme ovoïde, les deux objets étant déplacés lentement par deux colonnes d'air tourbillonnants, violents, qui émettent un sifflement strident. Ce qui détonne déjà par rapport au cas de faisceaux lumineux, tracteurs et des boules d'énergie qui se transforment en aliens, c'est bien marqué alien. Hein. Les deux petites créatures ont un petit air oriental puisque le témoin les a comparés plus tard à des Philippins. Et ils sont revêtus d'uniformes bleus métalliques avec casques de la même couleur. Puis il voit un spectacle plus courant dans ce type de situation. À quelques pas de lui, à environ 2 mètres au-dessus du sol, il commence par observer des points brillants qui se forment et se rassemblent, un peu comme la neige statique, ou la friture des écrans de télévision non connectés à la fréquence d'une station émettrice. Les points prennent ensuite une densité et une forme quasi matérielle. À l'image d'un animal composite à tête de loup, à cornes de chèvre et à queue de lion, chaque fois que cette créature s'approche de Steve en bondissant jusqu'à le toucher, celui-ci ressent comme un choc électrique. Faut pas demander. Puis il semble avoir eu un trou de mémoire ou un missing time, temps manquant. Hein, en français. D'évidence, l'étrange bête n'était pas un animal réel en chair et en os. Quelques mois plus tard, à l'initiative du chercheur local Jerry Phillips, le témoin est mis en régression hypnotique à 2 reprises par l'hypnothérapeute Richard Anderson, ce qui a fait surgir des souvenirs oubliés, du moins en apparence. Comme nous l'avons expliqué dans le cas précédent, le témoin a notamment remarqué un objet en forme de cloche, comme suspendant à environ 1 mètre de la partie inférieure du faisceau, et a rien supposé. Et il y avait ce qui ressemblait à des trous sur son pourtour, que Steve a supposé faire partie du dispositif qui émettait les colonnes d'air tourbillonnant. Puis des crépitements électriques se sont fait entendre et une silhouette a commencé à apparaître sous l'objet. Suspendue à une sorte de câble, cette silhouette en descendant s'est avérée être celle d'un Sasquatch, je veux dire du Bigfoot, ou du Yeti, hein, chez Yeti B, comme dans le cas de Jack Lapseritis, évoqué dans le précédent chapitre. L'être a donc été déposé sur le sol, il faisait environ 2,40 m. Énorme, 2,40 m, hein, ça fait 50 cm plus que moi.
Hein, 1m90, oui. Puis Steve a eu l'impression que 4 autres petits humanoïdes, portant le même uniforme bleu métallique que les 2 premiers remarqués, l'ont emmené à bord de l'OVNI dans une pièce en forme de coupole où la lumière semblait être émise par les murs. 2 ou 3 hommes différents des ravisseurs étaient à l'intérieur, puis une aiguille hypodermique a été enfoncée dans une de ses paupières. Il a perdu conscience. Putain, faut pas demander. Quand il a repris ses esprits, c'est pour voir plusieurs petits êtres casqués qui s'enfoncent dans les pins suivis du Sasquatch. Alors ça c'est déjà arrivé, hein, les ovnis accompagnés de Bigfoot, de Sasquatch. Et quand j'ai toujours dit que les Sasquatch et Bigfoot, bah pour moi ça existe. Après maintenant on peut se foutre de ma gueule. Pour moi les Yétis ça existe. Bon, bref. D'ailleurs on a la preuve. Hein. C'est souvent accompagné d'ovnis aussi, hein, c'est déjà arrivé. De retour chez lui, il a appris qu'on le cherchait partout depuis plusieurs heures alors qu'il était convaincu de s'être absenté 15 minutes seulement. Missing time. A noter qu'en cette même année 1977, de nombreuses mutilations de gros animaux de ferme ont été enregistrées dans l'état de Washington, dont plusieurs douzaines dans la région de Snohomish. On a même retrouvé un élan coincé dans les branches d'un arbre, dont le corps portait des excisions exsangues de tissu en divers endroits. Imaginez la souffrance. Cet incident paraît complètement ridicule car les scènes dispensées ne correspondent à rien de cohérent. Il n'est pas seul si l'on peut se demander si ces comédies grotesques ne seraient pas jouées par des entités pour renier leur propre existence, comme l'a suggéré Jacques Vallée, ce qui permet aux sceptiques d'accuser des témoins de telles rencontres d'être de malades mentaux. Oui, c'est vrai qu'après. Notons qu'il existe d'autres incidents impliquant des Bigfoot, mais les chercheurs ont tendance à faire l'impasse dessus parce qu'ils ne correspondent en rien à l'idée qu'ils se font sur d'éventuels extraterrestres. Ou encore, ils estiment que les Bigfoot sont des animaux faits de chair et de sang n'ayant rien à voir avec les phénomènes paranormaux, ce qui n'est pas certain du tout, loin s'en faut. C'est encore un exemple d'autocensure parmi d'autres. Comme on n'a jamais pu découvrir la moindre preuve de l'existence matérielle permanente de ces créatures en tant qu'animaux ou hommes sauvages. Bah pour moi aussi, il y en a. Bref. Il y a plus de chances puisqu'elle relève d'apparitions paranormales. D'ailleurs, nous avons publié dans l'un de nos livres un chapitre entier consacré à une affaire de ranch hanté au Colorado durant la période 76-1977. Écoutez bien. Oui, mais ça peut être aussi une manipulation des extraterrestres. Quand j'ai dit qu'ils peuvent faire du poltergeist, ils font ce qu'ils veulent. Bon. Dont au moins un épisode concernant un Bigfoot contrôlé par des aliens descendus de leur machine volante atterrie. De plus, dans le même incident, une touffe de poils laissée dans des barbelés. Touffe de poils. Par cette créature, en franchissant une clôture, s'est avéré en analyse n'appartenir à aucun animal connu. Donc déjà, il y a la preuve de la touffe dans le barbelé. Animal inconnu. Donc déjà... Hein. Bon. Dans les barbelés, oui. Le problème, c'est que ces poils ne constituent aucunement une preuve de l'existence d'un animal ou d'un hominidé sauvage, non encore répertorié, mais il peut s'agir d'un apport matérialisé, comme dans le cas des découpures d'une étoffe et de touffes de cheveux distribuées par l'entité Cathy King en 1873. Ça remonte. Au physicien anglais William Crookes et à d'autres témoins qu'a déjà évoqué. Un morceau de la robe de Cathy et une mèche de sa chevelure ont longtemps été visibles à la librairie Les Maris, 42 rue Saint-Jacques à Paris. Elle s'y trouve peut-être encore. Enfin, un souvenir reste encore vivace dans notre mémoire. Il s'agit d'une revue ufologique que nous avons eue en main, dans laquelle un dessin illustrait un cas qui s'est produit en Turquie. On pouvait voir un ovni atterrir et un énorme Bigfoot, 2 mètres, on imagine plus de 2 mètres de toute façon, 20, 30, 40, qui en descendait. Malheureusement, nous ne possédons plus la source originale, ayant publié le rapport d'observation ni son iconographie. Et c'était très intéressant. Bigfoot, tout ça. Oui, j'ai déjà vu comme ça des apparitions de Bigfoot accompagnées d'ovnis, oui, avec souvent des petits êtres humanoïdes autour. Oui. Et oui. Et moi, je suis sûr que ça a un rapport avec ça. De toute façon, c'est pas un hasard. D'ailleurs, on vient d'en parler là. Hein. Contact aberrant. OVNI créateur de l'humanité, de Jean Sider, et je coupe. Alors ça, j'ai encore bien chialé quand j'ai vu. Pour moi, c'est 20 sur 20 seulement. 21 sur 20. À la limite. A plus, à bientôt.